BPI France est un acteur incontournable de l'innovation en France. Il fournit de nombreuses aides et de nombreuses subventions qui évoluent régulièrement et il n'est pas toujours très facile de s'y retrouver. Alors, comment fonctionne BPI France? Comment sont sélectionnés les projets qui vont être financés? Quelles sont les aides qui existent, et notamment dans le domaine de la santé? Nicolas Grémy, responsable sectoriel santé numérique chez BPI France, va répondre à toutes ces questions. Et il va le faire tout de suite après le jingle. Jingle! Je crois bien que je vais demander une subvention pour mon jingle. Bonjour Nicolas, Bonjour Serge. je te remercie donc de participer à cette interview, sachant que BPI France est assez central dans le domaine de l'innovation en France, notamment pour les startups et leur financement. Et voilà, donc on va peut-être arriver un peu lever le voile, et informer un peu mieux les entrepreneurs pour savoir comment ça fonctionne de l'intérieur et surtout quelles sont les aides que la BPI peut nous apporter à nous les startupeurs. Bien sûr. Donc, si tu peux te présenter en 30 secondes. Donc bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Grémy, je suis responsable sectoriel santé numérique à la direction d'expertise chez BPI France et à la direction de l'innovation. Voilà. Donc on est une équipe de 9 personnes dans l'équipe santé et la direction d'expertise et je suis la principale personne en charge de l'évaluation des dossiers de santé numérique. Donc, quand tu dis expertise, ça veut dire que c'est toi qui es en charge de l'évaluation d'un dossier quand il est déposé pour une demande d'aide ou de subvention? Alors, globalement, mon métier dans les grandes lignes, je pense que je peux le résumer selon 3 axes. La première, c'est comme tu viens de dire, Serge, tout à fait, c'est d'évaluer les programmes de R&D que viennent déposer des entreprises en vue d'un financement. Donc, tout simplement, quand une entreprise vient pour demander un prêt ou n'importe quel type d'aide, BPI France, elle dépose un dossier et le chargé d'affaires, quand il n'a pas les compétences techniques, commerciales ou réglementaires, pour analyser lui-même le dossier, il nous transmet et c'est nous qui évaluons si oui ou non le projet mérite d'être financé et sinon, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour qu'il le soit. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que en direction d'expertise, on est également instructeur pour tous les appels à projets du programme du PIA. Donc, Mhm. donc ça, je vais revenir plus tard, mais par exemple, le concours ILAB, on est dans le jury, instructeur des dossiers. Les concours innovation, les projets type PSPC, les aides Deep Tech. En fait, tous ces produits-là, c'est mon service qui est en charge de les analyser en vue d'un financement. Et dernier point, j'ai également un rôle d'expertise interne chez BPI France pour aider les différentes directions en organisant typiquement des formations ou en faisant des notes sur des sujets bien spécifiques. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, on va revenir sur ce que c'est BPI France en détail, mais avant ça, donc, je voudrais juste savoir, donc, les chargés d'affaires, ce ne sont pas les personnes qui font l'analyse des dossiers. Ça passe par les filtres d'experts comme toi, en fait. Non, ça dépend. Ça dépend vraiment des aides. La plupart du temps, les chargés d'affaires font l'analyse financière des sociétés. Donc, c'est eux qui suivent les sociétés au cours du temps. Mais par contre, typiquement dans le cadre d'un concours, donc comme le concours innovation, là, évidemment, les chargés d'affaires, c'est pas eux qui vont analyser les dossiers, des choses comme ça. C'est vraiment notre rôle à nous. Tout comme les aides, par contre, dans les aides Deep Tech, donc les chargés d'affaires, c'est eux qui vont être en charge de l'analyse financière de la société. Par contre, c'est nous qui allons évaluer le programme de R&D, uniquement l'aspect technique, commercial, etc., du dossier qui est déposé. Donc en fait, ça dépend vraiment du type de financement que l'entreprise vient chercher chez BPI France. D'accord. Donc, alors, BPI France, Banque publique d'investissement France, qu'est-ce que c'est exactement? Donc comme tu l'as dit, en fait, donc c'est la banque publique d'investissement. On a environ 2800 personnes au total. Ouais. On est quand même assez gros. Alors, on est détenu à 50% par l'État et à 50% par la Caisse des dépôts. On a 3 filiales. La première, c'est une filiale qui est financement, investissement et assurance export. À travers ces 3 filiales, on a différents métiers. Le premier, c'est l'innovation. Donc en fait, on va soutenir des projets innovants, individuels ou collectifs, sous forme d'aide à la R&D pour les entreprises, jusqu'au lancement, enfin depuis l'idée jusqu'au lancement industriel et commercial. Ça, c'est vraiment ma partie à moi.
Ensuite, on a le financement en règle générale. Ça peut être du cofinancement à côté des banques pour les investissements dans des entreprises de toute taille. Ça peut être du renforcement de trésorerie, etc. Après, on a également des métiers de garantie bancaire. Donc, en fait, BPI France se porte garant en fait auprès de prêts pardon, que peuvent souscrire des entreprises auprès de leur propre banque à hauteur jusqu'à 60%. Et c'est On a également, au-delà, même au-delà, si je peux me permettre, parce qu'avec le prêt d'urgence qui a eu lieu avec le Covid, la garantie était totale, non? ouais, mais là c'était vraiment spécifique au Covid. Dans le cas du PGE, tout à fait, je crois que c'était à 95% ou 90%, mais c'était vraiment spécifique au Covid. En temps normal, c'est entre 40 et 60, je crois, si je dis pas de D'accord. bêtises. On a également un rôle de renforcement de fonds propres, donc en prenant des participations en minoritaire dans l'entreprise. On a également une forte activité dans les fonds de fonds. Et dernier point, à l'international, on aide également au développement à l'international de tout type d'entreprise. Donc on est vraiment une banque de B2B, on travaille que avec les entreprises. Mais par contre, on a tous les outils pour aider les entrepreneurs aux différentes étapes clés de leur évolution, tout simplement. D'accord. Et ça peut être tout type d'entreprise, donc du vrai bébé avec le biberon jusqu'à la multinationale ou Tout à fait, tout à fait. Typiquement, les aides Deep Tech, il y a des aides qui sont uniquement de 90 000 euros, voire même 30 000 euros donc en aide de faisabilité. Typiquement, ça, c'est des projets qui sortent de laboratoire. Quand les chercheurs veulent faire une POC ou ont besoin de faire une étude de marché, ils peuvent demander une étude de 30 000 euros, uniquement en subvention. Et inversement, pour les PSPC, donc PSPC, c'est des projets qui vont jusqu'à plus de 50 millions d'euros. C'est vraiment des très gros projets sur 5 ans. Hmm. Et c'est pas rare que ce soit porté par un grand groupe, donc qui soit également aidé. Voilà. Après, en fonction de la structure de l'entreprise, les taux d'aide sont évidemment différents. Typiquement, un grand groupe, en général, c'est 30%, et une petite entreprise, ça va être 50 ou 60. D'accord, ouais, ok, On peut aider tout à fait. Il y a pas de, on peut aider tout type d'entreprise. Ouais. d'accord. Et je reviens sur un point, je ne sais pas si on en reparlait, enfin si tu comptes en reparler, mais qui est tu dis tout à l'heure, tu as parlé de formation. Ouais. Donc c'était le troisième axe dont tu parlais tout à l'heure. Donc il y a des formations qui sont réalisées par les experts de la BPI. C'est pour quoi faire en fait? Et En ouais, fait, c'est pour faire monter en compétence typiquement les chargés d'affaires sur des domaines spécifiques en santé numérique. Typiquement, l'année dernière, j'ai fait une formation sur l'intelligence artificielle pour leur expliquer un petit peu tout ce qu'il y avait derrière ces mots que tout le monde entend dans la presse, mais ouais, techniquement, en fait, qu'est-ce que c'était. ça veut dire. Euh, et donc voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu de rationnel dans tout ça. Cette année, on devait faire une formation mais, au CEA à Grenoble concernant les deep tech avec le laboratoire Clinatech. Donc, vous devez aller les visiter pour voir comment ils valorisaient leur start-up, parce que le CEA a Mhm. un vrai savoir-faire dans ce domaine-là. Et surtout pour voir comment ils font pour valoriser aussi bien leur entreprise. Et au niveau technologique, c'est quand même en France ce qu'on fait presque de mieux, je pense. En tout cas, pas loin. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de faire monter en compétence les gens de la maison sur des sujets bien précis qui sont importants pour BPI France. D'accord. Donc en fait, finalement, c'est les formations en interne. Il n'y a pas de formation vers l'extérieur. Oui, tout à fait. D'accord. Non, non, c'est uniquement interne. Tout à fait. Pour faire monter en compétence tous les chargés d'affaires. Alors, toi, quel est ton rôle à BPI France? On a un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, Chargé d'affaires ou investisseur ou toute personne qui BPI France. là, tu parlais Je, formation? je suis navré, je t'ai pas bien entendu. Ça a coupé ça, je t'ai pas bien entendu. Oui, ouais, je crois qu'on nos phrases se sont croisées, j'ai l'impression. Là, tu parlais des formations. Oui, Donc, ça veut dire que les investisseurs aussi, tu les formes. Mais c'est les investisseurs de la BPI ou c'est les investisseurs extérieurs? de la BPI. D'accord. De la BPI. Non, non, c'est uniquement encore une fois, des formations pour l'interne. Et c'est ouvert à tous en fait. Donc en fait tout simplement on indique qu'on fait une formation sur ce point-là dans X mois et toute personne qui souhaite venir, quel que soit son service, quelle que soit son activité, peut venir dans la limite des places évidemment disponibles. Voilà. Ok. Et
Donc, ton rôle en BPI France, on a un peu parlé tout à l'heure. Donc, toi, tu arrives un peu en seconde ligne par rapport aux startups. C'est-à-dire que si moi, j'arrive à la BPI, je vois mon chargé d'affaires en lui demandant, voilà, j'aimerais avoir tel investissement, ou le chargé d'affaires me propose un certain investissement. euh, moi, de me financer un certain investissement, toi, tu arrives toujours en deuxième ligne bah, voilà, pour expertiser les dossiers, hein. C'est bien ça? Alors, non, toujours non, non, non. Typiquement, si ton chargé d'affaires souhaite te faire un prêt sans garantie, il n'a pas forcément besoin de mon avis, tout comme une aide à la faisabilité à 30 000 euros ou d'autres produits, en fait. J'interviens pas à chaque fois, pas du tout. J'interviens surtout sur certains types de produits qu'on verra plus tard. Mais par contre, on est toujours à disposition des chargés d'affaires si pour un projet particulier, ils ont une question par rapport au programme de R&D ou il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris. Alors en fait, on va être là pour les aider à comprendre le programme de R&D. Mais toujours, non, non, je ne suis pas toujours en support, tout simplement, ça serait impossible parce que vu le nombre de produits et de l'activité BPI France, on serait pas assez nombreux. Et j'avais une question aussi, je ne sais pas si toi tu es au courant, mais j'ai l'impression que BPI est de plus en plus le guichet unique des financements. Par exemple, en Île-de-France, il y avait la région Île-de-France fait toujours d'ailleurs des financements qu'on appelle InnovUp, par exemple. Mhm. Maintenant, c'est géré par la BPI. Donc, en fait, la BPI gère aussi des financements qu'elle ne, on va dire que pour lesquels elle n'apporte pas l'argent, quoi. Oui, tout à fait. En fait, on est opérateur du PIA, donc le plan d'investissement à venir. Le PIA, donc le plan d'investissement à venir, donc en fait, BPI France est opérateur du PIA et notamment directement de cette poche-là. Et c'est pour cela qu'ils proposent des subventions. Euh, la plupart du temps, les produits qui proposent des subventions sont issus du financement du PIA. Voilà. Mais donc le PIA, c'est plusieurs dizaines de milliards, je crois, d'euros. Donc c'est en... C'est une grosse machine. Oui, très. Alors, tiens d'ailleurs, quel impact a eu le Covid sur les aides de BPI France? Parce qu'on a vu pas mal de choses qui ont été portées par BPI France. Euh, donc plus particulièrement, donc il y a eu comme tu parlais tout à l'heure de mesures d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a eu comme aide et qu'est-ce qu'il y a encore comme aide pour les entreprises? Alors, en fait, c'est marrant parce que j'ai reçu un mail sur justement le bilan de BPI France par rapport au Covid une heure avant Ah bon? notre réunion. Donc, du coup, j'ai vraiment des chiffres plutôt frais. Donc, en fait, a priori, donc, le PGE a bénéficié à plus de 550 000 entreprises. Donc, ça, c'est l'activité de prêts garantis par l'État. Il faut savoir qu'on a appelé, nous, beaucoup plus d'entreprises hein, parce que ouais, dans les entreprises qui ont pu en bénéficier, il y a également celles qui n'ont pas pu en bénéficier pour Mhm. lequel on va quand même expliquer la procédure. Donc, je pense qu'on a dû appeler, ou tout du moins interagir avec presque 600 000, voire 700 000, voire plus entreprises. En fait, beaucoup sont portés volontaires dans l'entreprise pour aider justement à passer les appels, à contacter des porteurs, parce que même si c'était simple, pour nous, en fait, qui étions près du processus, il y avait finalement très peu d'étapes pour les entrepreneurs, mais finalement, les gens dans la panique et tout le monde avait plein de questions, et enfin, comme tout Mhm. s'est fait dans l'urgence, chacun s'est porté volontaire pour appeler. Et donc au final, oui, il y a presque 600 000 entreprises qui ont pu bénéficier d'un prêt garanti par l'État. Ça, c'est le premier point. En plus, j'ai vu, concernant l'offre de prêt sans garantie, elle a augmenté de 226% au premier semestre chez BPI France, donc c'est quand même énorme. C'est énorme, ouais. En doublant les montants on a également doublé les montants des prêts des aides à l'innovation, plus 100%, tout en gardant un niveau d'investissement quasiment identique au premier semestre 2019. Donc globalement, BPI France a non seulement été mise fortement en contribution, Mhm. mais a priori elle a quand même su faire face assez comme il fallait en fait, parce que les chiffres sont quand même enfin, très, très impressionnants. Donc il n'y a pas que le PGE finalement où il y a eu toutes les aides habituelles qui ont été quasiment doublées, quoi. Oui, tout à fait. Typiquement, il y a eu le prêt rebond de mémoire, mais je me rappelle que ce prêt-là, en fait, les besoins étaient tels que ne serait-ce que je crois qu'au bout d'un mois, euh, bah, enfin, la poche était partie, donc il a fallu passer à autre chose. Vraiment, ça a été très très vite.
Mais oui, il y avait avec le PGE, il y avait également d'autres produits que BPI France D'accord. faisait auparavant, a créé pendant la crise. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, par rapport au Covid, on est également là, maintenant, il y a différents appels à projets euh, à travers le plan de relance pour aider à relocaliser la production de médicaments, enfin tout ce qui nous a manqué pendant le Covid. Donc je vais pas les décrire là parce que c'est vraiment plus biotech. Toi, je Mhm. sais que tu es plus dans les medtech, donc je suis pas sûr que ça intéresse les personnes qui nous écoutent. Et par contre, il y a le PSPC Covid pour laquelle BPI France est opérateur. Donc le but, c'est de trouver des médicaments pour le Covid. Il y a l'AMI Capacity Building. Le but, c'est de renforcer la chaîne de valeur de production de médicaments en France. Mhm. Il y a également le plan de relance. Enfin voilà, tout ça, on est en train d'opérer tout ça, faire des appels à projets et de financer des projets. D'accord, donc il y a beaucoup de choses qui ont été créées enfin, à l'occasion du Covid, quoi. Ouais, tout à fait. Et je pense que BBI France est quand même le principal opérateur maintenant de la DGE, en tout cas de l'État, dans sa mise en place de plans, en fait, tout simplement stratégique. En fait, on a D'accord. vraiment ouais, enfin, pour beaucoup de choses maintenant. J'ai C'est l'impression. le bras armé ouais, de l'État, quoi. Ouais, c'est le mot que j'ai cherché, ouais. Alors, si on va maintenant un peu plus dans le détail, quelles sont les aides de BPI dans la santé? Alors, je vais essayer de partager mon écran. Vas-y, on voit. C'est bon? Cours magistral par Nicolas Grémy. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le financement de l'innovation. Donc, en fait, il ne faut pas confondre le financement avec l'investissement. Le financement, c'est vraiment de l'argent, l'apport en argent non dilutif. Vraiment l'investissement où on rentre au capital. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment des financements non dilutifs. Ensuite, on finance un projet, pas une entreprise. Ça, c'est important. Tous les financements qu'on soit des entreprises, c'est dans le cadre d'un projet spécifique Mhm. pour lesquels ils sont venus demander de l'aide. Et deuxième chose importante, c'est qu'on ne finance pas 100% du projet. En moyenne, c'est entre 30 et 70%. Donc ça veut dire que l'entreprise doit venir de son côté également mettre un petit peu de sa poche. Et en fait, c'est normal parce que sinon, ça serait trop facile. Il faut que les entrepreneurs prennent aussi leur part de risque, hein, sinon, ça serait. Voilà. Donc ensuite, il y a un critère qui est important dans l'innovation, c'est le TRL, donc Technology Readiness Level. En fait, je pense que toi, Serge, tu connais très bien ça. Oui. C'est le niveau d'avancée technologique de votre programme de R&D, de votre produit. Et en fait, en fonction de ce TRL, donc les produits de financement ne seront pas les mêmes et le mix subvention avance remboursable non plus. Enfin, bref, ça c'est vraiment un point qui est important, c'est le TRL. Donc ensuite, les formes de financement, donc il y a trois formes principales. La première, c'est la subvention, donc aide financière non remboursée. Donc, tout le monde sait ce que c'est. Deuxième point, c'est l'avance récupérable. Ça, c'est important hein, de comprendre ce que c'est. Ça veut dire en fait, on va vous donner de l'argent et si votre programme de R&D réussit, techniquement et ou commercialement, vous devrez le rembourser. Par contre, si ça ne fonctionne pas, vous n'aurez pas à le rembourser. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et dernier type de financement, c'est le prêt classique. Comme tout simplement, vous devrez rembourser quel que soit le résultat. Voilà. Donc, ah, d'accord. Attendez. Hop. Pardon. Donc ça, en fait, c'est le panorama des financements en santé autres que BPI France. C'est une collègue qui a fait ce benchmark. Donc je vais pas le détailler, en fait, tout simplement parce que c'est pas nos financements, mais par contre, vous pouvez voir qu'il n'y a pas que BPI France qui peut vous aider en fonction par rapport à vos besoins. Il y a également des acteurs comme l'ANR, l'AHS, l'AIT Health, etc., qui peuvent vous aider avec des sommes importantes pour financer vos projets. Voilà. Je transmettrai les slides, Serge, pour que les gens puissent lire plus en détail cette panorama. Merci, c'est super sympa. Puis je fais une aparté pour dire que Nicolas a préparé les slides pour, pour l'interview. Donc, je Oui, le exactement. remercie d'autant plus qu'il a vraiment travaillé dessus là. C'est vrai. Tu me diras ça à la fin. Donc voilà.
Donc ça, je pense que ça peut, en plus des aides BPI France, ça peut vous aider, ça peut aider les entrepreneurs à savoir où s'orienter par rapport à votre situation et à vos besoins. Voilà. Donc ensuite, donc les aides BPI France, là on va rentrer dans le dur. Donc premier point, il y a des aides, comment dire, pardon. Tout au long du continuum de financement, en fait, on vous aide quel que soit le stade de développement de votre entreprise, à la fois depuis l'idée. Je ne sais pas si tu vois ma souris, Serge. Donc, en fait, depuis l'idée jusqu'au lancement industriel et commercial. On peut vraiment vous aider, quel que soit votre stade de développement. Donc, un petit bilan rapide sur 2019. En 2019, on a distribué 144 millions d'aides en innovation au total. Et on a investi 53 millions d'euros en fonds propres. Donc c'est quand même des montants assez importants. Et on l'a fait à travers vraiment différents produits. Vous pouvez le voir. Donc il y a du concours innovation, de l'aide à l'innovation, du prêt inno. Et concernant l'investissement, donc il y a le compassion autonome, il y a InnoBio, il y a PSIM, etc. Voilà. Il y a également le hub HealthTech. Je ne sais pas si tu connais, Serge, mais le hub, en fait, c'est une direction chez BPI France qui s'occupe d'accompagner des startups qui sont hébergées dans le hub maintenant, en fait. Hébergé physiquement? Pas toutes, pas toutes. Certaines le sont, mais pas toutes. Et donc, il y a 1 à 2 fois par an des startups qui rentrent pour se faire, en fait, comme n'importe quel incubateur, tout simplement. Ah ouais, d'accord. Non, je ne connaissais Faire pas du tout. C'est une Rio qui fait ça. Et donc, typiquement, il y a une septo médicale, il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a Glimmer aussi, je crois. Enfin, il y a D'accord. des gens qu'on connaît. Donc ensuite, rapidement, les critères de sélection d'un projet innovant. Donc là, c'est vraiment généraliste. Évidemment, on enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais je pense que c'est toujours bon de le rappeler. Dans un premier temps, c'est un objectif industriel précis et prometteur. Moi, je pense que c'est vraiment le point le plus important. C'est comprendre pourquoi, pour vous, ce projet est important et aussi de trouver des critères de performance. Pour moi, c'est vraiment essentiel et je vois trop peu de projets pour lesquels les gens viennent nous voir et dire je veux faire ça parce que c'est très bien et on n'en doute pas. Simplement, on a besoin de nous comprendre qu'est-ce que ça va vous apporter de manière quantifiée. En fait, qu'est-ce que vous allez gagner en termes de temps, en termes de gains cliniques, en termes organisationnels, de manière quantifiée. Ça, je pense qu'il y a encore trop peu de projets qu'on voit monter de cette façon-là. Donc, pour moi, c'est vraiment important de réfléchir sur les raisons qui vous poussent à faire ce programme de R&D innovant. Voilà. Donc ensuite, deuxième point, le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet. Donc ça peut être une technologie qui est de rupture. Ça peut être un modèle économique différent. Ça peut être quelle que soit une organisation différente. Voilà. Ensuite, l'impact économique du projet. La maturité commerciale et la faisabilité financière. Évidemment, nous, on a besoin que la santé de l'entreprise permette la faisabilité de ce programme de R&D. Tout simplement parce que si vous faites un programme de R&D mais que vous n'avez pas suffisamment de trésor pour pouvoir mettre sur le marché votre produit, on ne pourra pas vous aider, tout simplement. Donc ça, c'est donc la capacité financière de la société à porter le projet, c'est également un point qui est très important pour nous. Donc c'est quatrième point, capacité d'entreprise ou du consortium à porter le projet. Donc crédibilité de l'équipe. Évidemment, on va regarder ce que vous avez fait avant. On va regarder avant, à la fois dans vos vies, dans vos CV, mais également dans l'historique de l'entreprise, comment vous en êtes arrivé là et pourquoi aujourd'hui vous voulez aller dans cette direction. Donc ensuite, les ressources financières et les ressources RH, qui vous voulez embaucher. Est-ce que vous les avez déjà identifiés et voilà. Ensuite, les aspects réglementaires, ça c'est très important. Je pense que Serge, maintenant tu le sais, surtout dans le logiciel, la réglementation va se durcir et je pense que bien appréhender ces points-là, même si c'est encore très en amont, c'est vraiment important parce que ça va poser de plus en plus de problèmes. Et également les aspects pays ou juridiques. Et je pense qu'il faut effectivement, je parle du réglementaire, il faut les appréhender, enfin, il ne faut pas oublier de s'en occuper très très tôt parce qu'il y a tout
un système à mettre en place, un système qualité à mettre en place dans la société, notamment pour le développement. Et voilà, c'est un travail qui, alors je dis pas que c'est lourd, mais si on le fait pas au départ, il faut le faire à rebours et ça peut prendre beaucoup de temps. Alors que Ouais, tout si à le fait. système est installé très tôt, ça peut même aider d'ailleurs au développement. Ouais, je pense que pour les jeunes startups, celles qui sont vraiment, qui ont moins d'un an ou deux, qui sont dans le logiciel, je pense que c'est important de dire aux dirigeants de ne pas passer 100% de leur temps uniquement sur l'aspect techno, mais peut-être de se garder 30% sur l'aspect réglementaire et commercial pour commencer vraiment à peaufiner le business model et tous les aspects réglementaires que vous devrez gérer dans les 12 prochains mois. Je sais pas ce que tu en penses, Serge, mais Alors non seulement je suis d'accord avec toi, mais je suis pire que toi, hein, c'est-à-dire que pour moi le commercial passe d'abord parce que oui, il faut que la société mange. ouais, Et c'est ce que j'explique, c'est ce que j'essaie d'expliquer moi avec mon concept de startup cafard, où c'est une des premières propriétés d'une startup, c'est que c'est une société. Et qu'une société, ben, c'est comme n'importe quelle boulangerie ou autre, ben, si elle fait pas de chiffre d'affaires, au bout d'un moment, elle clame. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, objectif industriel précis, prometteur. Pourquoi? Pour avoir un marché, donc l'impact économique, et cette partie donc forcément commerciale on doit montrer qu'effectivement il y a un marché et qu'on va gagner de l'argent et si possible montrer tout de suite qu'on gagne de l'argent avec, même si le produit n'est pas terminé d'ailleurs. ouais, je suis d'accord, ça. Je disais ça surtout par rapport aux startups qui sortent des laboratoires, hein, pour lesquels Ouais, la dimension techno est encore, plus euh, prégnante, ouais. encore forte à développer. Mais je te rejoins complètement. Je pense que le nerf de la guerre, c'est le business model et c'est gagner de l'argent. Et personnellement, je préfère aider les entreprises qui n'ont jamais eu d'aide auparavant, mais qui font déjà du chiffre d'affaires, Mm. plutôt que l'inverse. Enfin, nous, on finance des boîtes pour qu'elles fassent du chiffre et qu'elles vendent des produits qui soient le plus utiles à tous, en France et ailleurs. Donc vraiment, l'objectif, c'est, je suis d'accord avec toi, c'est de faire du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, est-ce que tu as d'autres questions sur ça ou je peux passer? Non, non, voilà, tous les aspects sont importants, évidemment, l'aspect pays, juridique, etc. Donc, non, non, je pense que tu as très bien présenté la chose. Et on a mis Ouais. le point sur le point le plus important, c'est le chiffre Ouais. d'affaires. Faut dû le mettre en rouge. Autre point qui est également important, c'est qu'on ne pourra pas vous aider si vous êtes jugé comme étant en difficulté, donc selon l'Union européenne. Ça veut dire que pour les entreprises de plus de 3 ans, si vous avez moins de 3 ans, la question ne se pose pas. Par contre, si vous avez plus de 3 ans, il faut que vous fassiez ce petit calcul par rapport à votre bilan et que vous soyez supérieur à zéro, sinon on ne pourra pas vous aider. Ou en tout cas pas tout de suite. Il faudrait que vous sortiez de cette situation, soit en levant des fonds, soit en ayant d'autres financements, type prêt, etc. Donc ça c'est une réglementation européenne qui est importante à savoir parce que en fait, ça peut bloquer vos financements. Ah bah, tu vois, je la connaissais pas, cette formule, mais très importante, effectivement. Ouais, en fait, si jamais vous ne remplissez pas cette condition, on ne peut pas vous aider. C'est une réglementation européenne, donc c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander comme information? Donc, évidemment, le descriptif de l'activité d'entreprise aujourd'hui. Donc, descriptif du projet, les annexes financières, on va vous demander le bilan, le devis du programme, le plan de financement, compte de résultats, etc. Les statuts pays à date et en fin de programme, l'impact économique et les autres aides demandées en parallèle de l'aide pour laquelle vous venez. Tout ça pour avoir vraiment une bonne vision contextuelle de votre projet. Alors, juste pour clarifier pour ceux qui connaissent, enfin ceux qui peut-être découvrent, notamment les chercheurs et les ingénieurs, donc statut pays, c'est de la propriété intellectuelle, hein. Et Ouais. est-ce que un brevet a été déposé avant et est-ce qu'il y aura des nouveaux brevets déposés à la fin du programme d'aide? Le programme étant toujours à entendre comme enfin, le programme qui est présenté à BPI pour être financé. Ouais, exactement. En fait, on a besoin déjà de savoir ce que vous avez à date, quel brevet vous avez, lesquels ont été acceptés, lesquels sont en cours de soumission, et également à la fin de votre programme de R&D, lesquels est-ce que vous pensez déposer. Voilà. Donc Ok. en fait, je pense que c'est plus important en medtech, en biotech, plutôt qu'en logiciel.
À titre personnel, dans le logiciel, l'API, c'est pas le point à mes yeux qui est le plus important. Par contre, en medtech, clairement sur le hardware, c'est un point qui est important, notamment dans tout ce qui est entreprise deep tech, robotique, etc. C'est évidemment fondamental. Alors ensuite, dépenses sur les projets de R&D. Donc, ce qui est éligible, donc c'est le développement de produits, procédés, services nouveaux améliorés, réalisation et mise au point de prototypes, ça c'est finançable, analyse de toxicité, études réglementaires, évaluation clinique, expérimentation, la sous-traitance, académique ou privée, du conseil juridique. Typiquement pour de l'IA, ça peut être de la notation d'images, labellisation d'images, tout à fait éligible. Au marché, donc marketing. Tu m'entends, Serge? Ouais, ça a un peu Ouais. coupé, mais je t'ai récupéré au moment où tu as parlé de l'IA, de la Ok, notation oui, je d'image. disais Donc ça, c'est en éligible, fait, ça c'est fou. annotation d'image, c'est éligible, tout à fait. Parce qu'en fait, on considère que vous en avez besoin pour faire votre programme de R&D. Donc, si vous n'avez pas labellisé vos images, vous ne pourrez pas entraîner vos algos, Exact. euh, vos images ou autres, hein. Donc, ça, évidemment, c'est éligible. Voilà. Ok. Par contre, ce qui n'est pas éligible, c'est tout ce qui est l'accès au marché. Donc, là, je parle vraiment de manière généraliste, hein. Après, en fonction de chaque produit, évidemment, il y a des cas particuliers, mais globalement, pour tout ce que je vais vous présenter, ça ne sera pas éligible. Donc, tout ce qui est marketing, commercialisation, stratégie internationale, tout ça, on ne pourra pas prendre en compte. Donc, typiquement, tous les frais euh, de l'achat d'un ingénieur commercial, on ne pourra pas le financer. D'accord. Alors juste, je remets en perspective. Là, on parle donc des dépenses sur les projets de R&D, des financements pour les projets de R&D, Ouais, sachant que BPI est aussi capable de financer, enfin, de faire de l'aide à l'export. Et dans ce cas-là, ouais. au contraire, c'est tout ce qui est non éligible quasiment qui va être financé. Mais c'est une autre ligne de financement. Tout à fait. Là, on est uniquement dans les dépenses de projets R&D, mais si vous venez nous voir pour de l'industrialisation ou de la commercialisation, évidemment, on va regarder ces- ces points-là. Après, avec une chose que les gens ne font malheureusement trop peu souvent, c'est lire avec attention le cahier des charges. Donc, le cahier des charges, personne n'aime les lire parce que c'est long et que ça fait 20 pages et que c'est écrit en tout petit. Mais en général, c'est quand même plutôt bien renseigné et vous pourrez retrouver tous ces points-là dans les différents cahiers des charges. Mais globalement, c'est ça. Si vous venez nous voir pour financer un programme de R&D, tout ce qui sera accès au marché et industrialisation ne pourra pas vous financer. Voilà. Ok. Alors, les outils de financement de BPI France. Hop. Alors, donc ça, ce sont tous les outils de financement BPI France en santé, j'ai envie de vous dire. Donc il y a plusieurs façons de le lire. Donc le premier, c'est de voir que chaque outil dépend du niveau de TRL. Donc en bas, faisabilité, développement, industrialisation et commercialisation. Donc ça, c'est vraiment le TRL de votre projet. En fonction de votre stade de développement, il y aura des produits qui seront plus adaptés que d'autres. Et ensuite, il y a également un financement qui soit collaboratif ou individuel. Ça veut dire que soit vous êtes tout seul à porter votre programme de R&D ou votre projet, soit vous êtes plusieurs avec des partenaires académiques ou privés pour lesquels vous avez d'autres types de financement. Voilà. Donc, je vais faire un zoom sur les principaux produits de ce panorama. Si jamais, Serge, à l'issue de nos discussions, tu as des questions sur d'autres produits que tu as vus là, je pourrais éventuellement t'aider. Mais globalement, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on fait le plus Ok. et qui me paraissent les plus intéressants, en tout cas dans le cadre des medtech, qui sont en création ou en développement. Voilà. Alors, donc j'en ai gardé 5. Le premier, c'est eLab, Concours eLab, ensuite Concours Inno, PSPC, les aides Deep Tech et les ADI. Je ne sais pas si toi, Serge, qui est quand même un familier de l'innovation, est-ce que tu connais déjà plusieurs de ces acronymes ou pas? Je connais Lab puisque c'est quand même le concours phare et Innove aussi. Critères, enfin les deep tech, ben, comme j'ai travaillé avec toi là-dessus, je les connais. Après PSPC et ADI, non, je connais pas. Mais de toute façon, Ok. les aides des pays France, c'est tellement riche que Oui, je suis d'accord. c'est un peu Et en compliqué fait, de c'est s'en aussi retrouver. pour ça qu'on a fait ce panorama-là, c'est parce que
En fait, tous les porteurs nous disaient, mais c'est très bien, mais en fait, il y a trop d'aides, on ne s'y retrouve pas. Alors du coup, on a essayé de faire un panorama qui listait les aides possibles pour les entreprises en santé et pour aider les personnes à s'y retrouver, tout à fait. Tu n'es pas le seul à nous dire ça. Donc premier produit, donc le Cocorilab. Donc comme tu as dit, Serge, c'est comme maintenant un concours phare. Ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Donc son objectif étant d'accompagner la création d'entreprises de technologies innovantes. BPI France est opérateur depuis 2 ans sur ce produit-là. Auparavant, c'était EY qui faisait ça seul. Maintenant, ça a changé. Donc, pour être éligible, il faut une entreprise qui soit âgée de moins de 2 ans. 60% des dépenses, jusqu'à 60% des dépenses éligibles peuvent être prises en charge. C'est des projets qui sont monopartenaires, uniquement de la sub, et c'est jusqu'à 600 000 euros d'aide. Donc ça, c'est à voir avec vos chargés d'affaires en région, qui pourra quand vous expliquez votre programme de R&D, vous orienter ou pas vers ce produit-là. Donc les critères particuliers pour la sélection et même être lauréat en fait. Donc évidemment c'est le programme de R&D, mais c'est également l'équipe et le degré d'innovation technologique. eLab, c'est vraiment important d'avoir un projet qui technologiquement soit, en fait la plupart viennent des laboratoires. eLab, je crois que le chiffre c'est 60% ou 70% des projets sont issus du laboratoire. Et il faut que la phase de R&D soit avant le dépôt, soit dans le cadre du programme eLab. Mais en tout cas, la dimension techno est très importante. Donc c'est tous les ans de décembre à février. Donc là, vous pouvez postuler. La prochaine vague ne va pas tarder à s'ouvrir. Ensuite, donc Concourino, donc en termes de TRL, c'est la suite d'eLab. eLab, c'est vraiment pour peaufiner la techno. Concourino, c'est que le produit est quasiment finalisé. Vous avez une POC qui est vraiment aboutie et vous commencez à faire des ventes. Et là, l'objectif, c'est d'accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions et technologies innovantes. Donc, ce n'est pas le même taux d'aide, c'est entre 35 et 45%. C'est encore monopartenaire. C'est 2 tiers de sub, 1 tiers d'avance remboursable. Donc, c'est moins intéressant qu'eLab, mais ça reste quand même très intéressant. C'est jusqu'à, donc en taille des projets, c'est jusqu'à des projets qui font 5 millions d'euros. Donc, des aides qui quasiment jusqu'à 2,5 millions, 2 millions d'euros d'aide. Donc c'est quand même pas rien. La prochaine, donc il y a 2 vagues par an. Il y a une vague qui est ouverte actuellement en santé mentale et le dépistage d'urgence. Donc vous pouvez retrouver le cahier des charges sur le site de BPI. Et donc là c'est voilà, c'est un petit peu comme eLab, mais avec la prise mais pour des entreprises qui sont plus avancées. Voilà. Et toujours avec la même dimension, j'imagine, techno, comme tu le décrivais pour eLab? Ouais, tout à fait. Disons Donc, juste pour que je comprenne, donc iLab, c'est pas que de la deep tech, on est d'accord? non, c'est pas que de la deep tech. Après deep tech, c'est un mot, c'est un petit peu un mot fourre-tout. Simplement, pour eLab ou Concourino, encore une fois, on va rarement faire gagner des entreprises qui se trouvent uniquement sur l'innovation organisationnelle. Uniquement, enfin, il faut quand même qu'il y ait des développements techniques qui soient assez importants, soit sur le logiciel, soit sur le hardware. Mais c'est comme ça la philosophie, ouais, tout à fait. Mais quand tu dis développement important, est-ce, par exemple, s'il y a des brevets, est-ce que c'est considéré comme suffisamment important parce que c'est difficile d'évaluer le travail qui a été réalisé en amont? Oui, tout à fait. Ça peut être avant ou après, et ou, même d'ailleurs, ça peut être avant ou après. Mais effectivement, s'il y a des brevets, ça peut être plutôt en faveur d'un projet qui technologiquement est fort. Après, les brevets, il faut regarder dans le détail. Il y a des brevets qui sont uniquement sur la méthode. Enfin, Bien sûr. ça dépend. Mais globalement, oui, eLab et Concourino, il faut quand même qu'il y ait une dimension techno qui soit présente, en tout cas dans le programme de R&D. Ok. J'avance. Donc PSPC, donc projet structurant pour la compétitivité. Donc ça, c'est vraiment en termes d'assiette de projet, c'est ce qu'on fait de plus gros. Donc l'objectif, c'est de financer des projets de R&D qui soient ambitieux pour renforcer la position des entreprises françaises sur les marchés porteurs. L'objectif, en fait, c'est de financer à la fois un produit qui soit innovant et qui crée également un effet de filière par rapport aux entreprises en France. Donc c'est vraiment
Il y a un double objectif. Donc les budgets, ça va, donc, comme indiqué, ça va entre 5 et 50 millions d'euros. Ça peut être plus, hein, c'est pas impossible, sur le projet des 60, c'est recevable. Euh, donc il y a un mix de subventions et d'avances récupérables. C'est un projet qui doit durer entre 3 et 5 ans. Tout type d'entreprises sont éligibles. Par contre, il faut qu'il y ait au minimum 2 PME et un organisme de recherche pour être éligible. D'expérience, moi je sais que si partenaires max, c'est bien. Au-delà, c'est compliqué. C'est compliqué de monter le projet et c'est encore plus compliqué de le suivre parce qu'un programme de R&D sur 5 ans, c'est long. Avec ça c'est un point que je pense qui est important, c'est que si vous voulez faire un PSPC, de ne pas être trop nombreux, de ne pas faire un consortium avec trop d'entreprises. Et autre point qui est important, selon moi, c'est que si vous êtes dans la société de logiciels, si vous êtes dans le software, pour moi, ce n'est pas le meilleur produit. Tout simplement parce que pour monter un PSPC en général, c'est 1 an. Pour l'instruire, parce qu'en fait, entre le moment où vous allez passer l'audition, donc il y a un processus qui est quand même assez lourd, entre le moment où vous allez passer l'audition et vous allez avoir le financement, je pense que 9 mois, c'est pas. En gros, c'est ça. Donc en gros, pendant 1 an et demi, plus d'1 an et demi, vous allez uniquement être dans la. Enfin, vous n'aurez pas d'argent pour faire votre programme d'R&D. Et donc dans le logiciel, ça me paraît être un peu long. Mais bon, après. Ouais, ça peut être un. Ah, on n'a encore pas dit Nicolas. Mais ça peut être effectivement un. C'est juste un avis personnel. Non, je t'entends. Ok. Oui, non, mais c'est un bon avis. De toute façon, effectivement, dans le logiciel, ça va tellement vite qu'un an et demi, c'est comme si tu avais passé 10 ans dans le hardware, quoi. Quasiment. Alors, je connais peut-être pas aussi bien le hardware que toi, mais en tout cas, oui, c'est beaucoup trop long entre le moment où vous avez l'idée et où vous commencez à faire vos tests. 1 an et demi sur un logiciel, c'est beaucoup trop long. Donc, je pense qu'à mes yeux, il y a d'autres choses qui se prêtent plus au programme de R&D dans le software. Voilà. Un point qui est important, c'est que vous êtes obligé d'avoir l'aval d'un des CSF. Donc CSF, j'ai oublié la définition, je suis désolé. Je connais pas non plus. C'est le conseil scientifique des filières, je sais plus. C'est des gens qui sont auprès des ministères. Je suis désolé, j'ai oublié la définition. C'est pas grave, Un, c'est pas grave. ouais. Un point qui est aussi important, c'est que c'est par rapport à la santé financière des entreprises. Ça veut dire que dans le consortium, tous les partenaires devront être capables donc d'avoir suffisamment de fonds propres pour pouvoir recevoir l'aide au cours du projet, au cours de la vie du projet. Sinon, ça bloquera en fait le financement du projet. Si jamais il y a un seul partenaire qui n'a pas suffisamment de fonds propres pour recevoir l'aide par rapport à l'entreprise en difficulté que je vous ai expliqué tout à l'heure, alors en fait, ça bloquera tous les partenaires. Donc c'est vraiment important d'avoir si jamais vous êtes avec des startups, d'être avec des startups qui ont déjà levé des fonds ou qui sont sur le point de lever suffisamment de fonds pour tenir au moins 1 an à 2 ans pour être tranquille. Voilà. D'accord. Voilà. Donc après, si tu veux, on peut revenir après, Serge, mais c'est un process qui est assez lourd. C'est lourd, ouais. Ouais, c'est assez lourd. Alors ensuite, dans le cadre des projets Deep Tech, on a 2 produits que je vais vous présenter juste après. Simplement, dans Deep Tech, je vais juste vous donner une définition rapide de ce qui est pour nous un projet Deep Tech ou pas. Donc, globalement, il y a 4 critères à valider. Le premier critère, c'est que la technologie doit être issue d'un laboratoire de recherche public ou privé et ou s'appuyant sur une équipe en lien fort avec le monde scientifique. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est quand même un des points les plus forts. Si votre techno, si jamais vous l'avez fait tout seul chez vous, on aura du mal à qualifier Deep Tech. Il faut que vous ayez été aidé à un moment ou à un autre par des laboratoires publics ou privés. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut que vous ayez de fortes barrières à l'entrée, soit par notamment des verrous technologiques qui soient difficiles à reproduire. Donc ça peut se traduire par des brevets, ou ça peut aussi se traduire par des bases de données qui soient
qui soit unique, unique en France, unique au monde, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça, ces deux premiers points-là sont vraiment importants. Troisième point, pardon, il faut que votre produit constitue un avantage fortement différenciateur par rapport à la concurrence. Il faut que par rapport à l'état de l'art dans votre domaine, votre technologie apporte quelque chose de vraiment supplémentaire. Voilà. Et dernier point, il faut que ça soit caractérisé par un go-to-market long et complexe. Autrement dit, une des trois phases développement, industrialisation et commercialisation qui soit plus longue que la normale dans votre domaine. Voilà. Donc, le premier produit donc, s'appelle la bourse French Tech Emergence. Donc, c'est pour financer la création d'une entreprise deep tech et particulièrement les phases de maturation et d'études de faisabilité. Typiquement, vous sortez d'un laboratoire, vous avez été comment dire, assisté par une SAT ou je ne sais quoi. Vous avez besoin d'un ingénieur data ou je ne sais quoi, ou d'un développeur pour développer votre logiciel. Vous pouvez demander jusqu'à 90 000 euros si votre entreprise a moins d'un an. Ça, c'est important. Voilà, donc c'est que de la sub. C'est un projet qui est projet monopartenaire et c'est à demander auprès de votre chargé d'affaires. Et le deuxième point, c'est l'aide au développement deep tech. À mes yeux, par rapport dans le développement logiciel, c'est l'aide qui s'y prête le mieux, tout simplement parce que c'est un montant d'aide jusqu'à 2 millions d'euros. Autrement dit, si l'assiette de votre projet fait 4 millions d'euros, dans le numérique, c'est déjà un projet intéressant. 4 millions d'euros, vous pouvez déjà faire des choses intéressantes. C'est beaucoup plus rapide que le PSPC. Si jamais votre dossier est déjà, enfin, si jamais vous avez un dossier qui est déjà finalisé, Serge, tu pourras témoigner, pardon. Mais globalement, en quelques mois, on pourra faire tout le processus d'instruction. Et donc, vous pourrez recevoir l'argent beaucoup plus rapidement. Oui, et puis c'est même moins que quelques mois, ça peut être 2 mois. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je sais que le plus court que j'ai fait, entre le moment où j'ai reçu le dossier et où on a validé le caractère deep tech du projet, c'était 1 mois. Parce que l'entreprise avait déjà un dossier qui était vraiment très bien rédigé. L'expert était dispo, l'entreprise était dispo pour faire la QR, etc. Donc en 1 mois, ça peut être fait. Voilà. Donc financement, c'est un maximum de 50% de sub, 50% d'AR. Et par contre, point important, l'entreprise doit être âgée de moins de 5 ans. Ou alors, si elle est plus de 5 ans, ça va être compliqué. Voilà. Et spécificité du process, donc prise en compte forte de l'incitativité de l'aide. Autrement dit, si l'ADD vous permet de lever dans les mois à venir 5 millions d'euros, ça va faciliter la qualification Deep Tech. Autrement dit, l'obtention Tu dis l'ADD? Pardon, c'est l'acronyme. Ah oui, pardon. Je n'ai pas fait attention. Non, c'est l'habitude. Et donc voilà. Donc ça, c'est demandé encore une fois auprès de votre chargé d'affaires en région. C'est le seul qui peut vous le proposer. Éventuellement, vous pouvez lui dire que vous avez vu ce produit-là et que vous aimeriez éventuellement pouvoir candidater. Mais c'est lui qui peut vous le donner. Ok. Et dernier point, donc c'est l'aide au développement de l'innovation, donc ce qu'on appelle une ADI. C'est un petit peu comme une aide de développement deep tech, simplement il n'y a pas de subvention, c'est que de l'avance remboursable. Montant de l'aide, c'est entre 50 000 et 3 millions d'euros. Voilà, c'est encore votre chargé d'affaires. C'est un petit peu comme l'ADD, mais sans la subvention. Voilà. D'accord. Donc c'est rapide aussi à instruire, j'imagine. Ouais, alors ça, en fait, ADI, nous, on n'est pas dans le process, ou en tout cas rarement. Enfin, en fait, ADD on est toujours dans le process. ADI, beaucoup moins. Parce qu'en fait, ADD, on est obligé de faire appel à un expert externe pour nous aider à évaluer le projet. ADI, non. D'accord. Voilà, donc ça, c'était les 5 produits qui me paraissent les plus adaptés à des porteurs de projets dans le domaine des medtech, aux différents stades de leur développement. Maintenant, rapidement, les fonds d'investissement chez BPI France. Donc, on a 6 fonds différents en santé qui peuvent vous aider. Mais dans le domaine des medtech, je pense que le fonds InnoBio 2, c'est le plus intéressant. Patient autonome aussi.
évidemment. Donc lui, comme en fait, c'est un fonds qui a été créé il y a 2 ans, je crois, uniquement pour les entreprises du numérique en santé. D'accord. Voilà. Mais ça, pareil, je pense que c'est votre chargé d'affaires qui vous orientera vers le deal flow chez BPI France, qui à leur tour vous orientera vers le bon fonds. Voilà. Et donc ça, c'est des aides, c'est des investissements que BPI peut faire seul ou forcément accompagné par un autre investisseur? Forcément accompagné. En fait, on est toujours en minoritaire dans les investissements. Donc BPI France n'investit jamais seul, à ma connaissance, si je dis D'accord. pas de, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, non, ils sont toujours en minoritaire. Ok. Donc voilà. Et donc là, vous avez les contacts des personnes par rapport aux produits que vous avez pu voir dans les différents panoramas pour avoir plus de renseignements. Donc pour l'ANR, la BGA, etc. Et BPI France, vous avez Laura Seves et Antoine Roux, Mhm. typiquement pour les PSPC ou des choses comme ça, Concours Inno, Concours iLab, c'est les personnes que vous pouvez contacter. Pour le reste, vous pouvez voir avec votre chargé d'affaires en région directement. D'accord. Donc si moi je veux candidater à un des financements BPI, je passe d'abord par mon chargé d'affaires de toute façon. Ouais, c'est ça. Le mieux, c'est ça. C'est que tu lui envoies un petit mail, tu lui dis que tu as vu ça, et il va te dire si c'est lui ou non qui est en charge de te donner ce financement-là. Et si c'est pas le cas, bah, il te rentrera vers la personne adéquate. Mais par rapport au concours que je vous ai montré là, ce sera souvent Laura Seves et Antoine Roux qui pourront, dans un premier temps, vous aiguiller. Et est-ce que dans tous les cas, pour toutes les aides de BPI, il faut forcément que la société ait été constituée? Pas forcément, typiquement, iLab, la société peut être en cours de création. BFTE, c'est pareil. C'est assez ouvert. Mais sinon, pour le reste, globalement, oui, il faut que la société ait été créée. Ok. Bah écoute, En fait, tout ce qui est plutôt amont, on est assez large. Par contre, dès qu'on va rentrer dans du TRL 3, 4, 5, c'est plus possible. d'accord. Et je voudrais juste rajouter par rapport à ces entrées que tu montres là qu'il y en a encore d'autres qui peuvent être temporaires, comme par exemple quand il y a des plans de revitalisation, ça passe pas forcément par la BPI, ça passe pas forcément par un de ces opérateurs, ça peut être par les CCI ou les choses comme ça. Mais ça, Ah oui, c'est vraiment, enfin voilà, il y a, la France est très très riche en aide pour les entreprises qui démarrent et c'est pas toujours facile de les trouver. Ou alors il faut être bien, enfin en tout cas il faut être accompagné par un incubateur ou par une chambre de commerce pour pouvoir avoir vent de tout ce qui se passe, quoi. oui, tout à fait, tout à fait. Il y a BPI France, mais pas que, et loin de là. Comme tu as dit, il y a les régions, il y a aussi les SAT, il peut aussi y avoir des universités. Enfin, il y a des appels à projets maintenant privés aussi qui se montent. En fait, je pense que c'est important bah, comme tu as dit, en fait, d'être bien guidé pour trouver le financement adéquat, quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup, de par des interlocuteurs qui sont vraiment nombreux. Donc c'est compliqué de s'y retrouver, je peux le comprendre. Ouais. Non, mais clairement, Mais du coup c'est intéressant hein, parce qu'on en trouve toujours, quasiment. ouais, tout à fait. Et en fait, le problème, c'est aussi qu'ils évoluent tous régulièrement. En fait, tous les ans, soit ils changent de nom. Alors, je parle pas que pour BPI, mais même globalement. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de se tenir informé parce que, bah, en gros, tous les 6 mois, quasiment, il faut faire le point sur est-ce que ce financement-là continue ou pas. S'il continue, est-ce que les conditions d'accès ont changé ou pas. Donc, évidemment, je pense que c'est un métier. Ouais. Maintenant, ça peut devenir un métier. Ouais. La recherche de financement, on peut faire ça à temps plein. Ouais. Bah super, hein, bravo, merci pour toutes ces slides, Nicolas. Bah, je t'en prie, j'espère que Génial. ça a Donc pu. pardon, ça c'était ton équipe? Oui, pardon, je suis passé vite. Ouais, tout à fait. Donc là, on est 7 sur la diapo. Actuellement, on est 9 parce qu'en fait, on a une forte activité. Mais donc, oui, tout à fait. C'est mon équipe. Et donc voilà. Donc Rosalie Maris qui est ma responsable. Mhm. Et Peggy Remati qui nous a rejoint. Bah, d'ailleurs, maintenant, il y a plus de 6 mois pour justement nous aider sur tout ce qui est MedTech. Donc, elle vient du CEA à Grenoble.
Donc elle a été plutôt bien formée et donc elle est là pour nous aider à évaluer tous ces projets-là. D'accord, super, superbe. Et alors, est-ce que tu as un message à faire passer à l'écosystème? De quel genre? Je sais pas, est-ce que tu veux profiter du fait que cette vidéo soit diffusée pour pouvoir faire passer un message? Alors, on a parlé tout à l'heure, par exemple, d'arriver à faire du chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive. Est-ce que, ou je sais pas, Ouais. Si, j'aurais peut-être un message par rapport au projet d'intelligence artificielle que je vois, que je vois assez souvent. En fait, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est que les gens en fait se lancent dans des programmes d'IA, mais pas que, mais sans vraiment avoir des métriques précises à atteindre. Et je pense que ça les dessert, tout simplement parce que je pense que quand on sait ce qu'on cherche, on l'atteint plus facilement. En fait, on a souvent des bons professionnels qui sont très bien avec une très bonne équipe, un savoir-faire qui est très bien, simplement en termes de stratégie, d'organisation du programme de R&D, ça manque d'objectifs précis à atteindre. En fait. En termes de, typiquement pour l'IA, en termes de sensibilité, de spécificité, en termes de précision, de recall, c'est pas précis en fait. Et je pense que ça, je pense que c'est important de réfléchir à ces points-là avant de venir, avant de rédiger votre dossier là. Ou alors en fait, ou alors en rédigeant votre dossier que vous y pensiez. Mais c'est vraiment, je pense, un point important de faire de développer des technos, quelles qu'elles soient, mais avec des critères de performance à atteindre qui soient précis. Voilà. donc juste pour que pour la bonne compréhension, l'idée c'est d'arriver à dire voilà, moi je veux tant de précision sur, je sais pas, un calcul ou un, un choix, une décision que doit faire l'intelligence artificielle, des choses comme ça, hein. On est d'accord? Typiquement pour la radiologie, un exemple tout bête, pour le cancer du sein, vous dites, vous faites une étude, vous dites aujourd'hui les médecins sur 100 radios, ils sont à 99% de sensibilité, enfin de précision, etc. Nous, avec notre algo, on veut être à 99,5%. Et vous voyez, vraiment un truc précis. Et en fait, avec ça, avec ce taux-là, pourquoi ça va être plus intéressant que de laisser les choses comme elles sont actuellement. Tu vois, Hmm. en fait, ça permettra de mettre en avant en fait, la valeur ajoutée de votre programme de R&D. Parce que vouloir faire un algo qui fasse mieux que les radiologues, très bien, technologiquement, c'est remarquable. Mais est-ce qu'il y aura un besoin commercial qui ça va intéresser en fait par rapport à vos clients enfin, qu'est-ce que je veux dire en termes de problématiques business, de pas uniquement faire, en fait, de bien penser aux problèmes que vous allez résoudre et plus-value à vos clients. C'est ça en fait. Ok, bon ben voilà, ça c'est un super message. Et je pense que c'est... Non mais c'est vrai, parce que faire la techno pour la techno, c'est un peu inutile. Est-ce que dans le cas que tu viens de citer, par exemple, qui a sorti nulle part, mais est-ce que par exemple, ça va soulager les services de radiologie? Est-ce que les radiologues vont pouvoir passer plus de temps sur les cas complexes, etc., etc. Donc, quel est le gain apporté enfin, à l'utilisateur de l'outil là? Quelle est la valeur utile perçue par l'usager final, quoi. Très bon point. À mes yeux, c'est ce qui est le plus important. Mais avant d'aller plus loin, en fait, juste de comprendre en fait pourquoi vous voulez faire ça et qu'est-ce que ça va changer après. Quoi. Voilà. Ok, Nicolas. Bah écoute, je te remercie pour cette super présentation qui a été faite, je le rappelle, sur mesure, alors Presque. que, alors que tu as eu quand même beaucoup de travail ces derniers temps, même cette dernière semaine. Donc, je te remercie pour. Non, Bah, j'espère que bah, ça a pu t'aider. oui, bah, moi, oui, et j'espère que ça va en aider d'autres. Et je Ouais, j'ai pas d'inquiétude, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo. La BPI, c'est tellement important que. tant mieux. Bon, mais Nicolas, je te dis à bientôt, de toute façon. Ouais, ça marche, Serge. Merci. Merci Merci à beaucoup. toi, merci pour ton temps et puis bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Salut. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez apprécié la vidéo. Alors, likez-la, comme ça moi je serai motivé pour en faire de nouvelles. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec les personnes qui pourraient être intéressées.
Enfin, je vais vous mettre un lien pour télécharger les slides qu'a présenté Nicolas Grémy pendant l'interview. Elles seront dans la description de la vidéo. Allez, à bientôt. Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo. Super, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein.